Bonjour, je suis Thierry Delpral, directeur technique de Nuxeo, et le but de cette présentation, c'est de vous présenter la manière dont on utilise MongoDB et ce qu'on en retire et quel niveau de performance on arrive à obtenir. Donc en termes de plan, ça va être assez simple. Je vais juste commencer par une introduction très rapide pour expliquer un petit peu ce que nous, on fait avec Nuxeo et comment est-ce qu'on utilise MongoDB. Le but, c'est juste d'introduire le cas d'utilisation pour que vous compreniez quels sont les enjeux et la manière dont on utilise la base de données MongoDB. Et après, je ferai un focus sur toute la partie benchmark de performance qu'on a eu l'occasion de faire en partenariat avec MongoDB en utilisant le cloud et MongoDB Atlas pour vous raconter les enjeux de scalabilité et le type de performance qu'on arrive à obtenir. Pour comprendre le cas d'utilisation de Nuxeo, ce qu'il faut comprendre, c'est que Nuxeo, en fait, c'est une plateforme de gestion de contenu. Donc, le but, c'est de fournir tous les outils et les API qui vont permettre de stocker des fichiers, que ce soit des fichiers bureautiques, de la vidéo, des images, des fichiers 3D, etc. Donc, c'est ce qu'on va appeler Nuxeo Content Services. Et après, ça va pouvoir être décliné soit pour faire du document management, soit pour faire du DAM, soit pour faire du case management, ou n'importe quelle application qui, au final, a besoin de gérer du contenu. Par-dessus tout ça, on rajoute évidemment un framework web qui va permettre de construire une application web, la même chose pour faire une application mobile, et on a aussi des outils pour gérer la synchronisation desktop. Donc, en fait, le but, c'est d'avoir les outils pour accéder au contenu. Une des spécificités de la plateforme, c'est que, en fait, on ne fournit pas une solution toute prête à l'emploi, mais plus une plateforme et des outils qui vont permettre d'être configurés et étendus dans le but de faire une application customisée qui va contenir exactement la logique métier qui est nécessaire à chaque application. Donc, ça implique de customiser les contenus, modifier les workflows, ajuster les interfaces graphiques, etc., etc. Donc, en termes d'utilisation, forcément, un des cas principaux d'utilisation de Nuxeo, ça reste le repository documentaire, donc l'endroit où on va venir stocker des documents. Quand on dit documents côté Nuxeo, on pense un ensemble de métadonnées, des droits et des fichiers. Donc, la manière dont on va faire ça côté Nuxeo, c'est qu'en fait, on va utiliser MongoDB pour stocker en fait toutes les métadonnées associées aux documents. Donc, il faut penser documents au sens JSON document. Donc, toutes les métadonnées vont être stockées sous forme d'un document JSON dans une collection MongoDB. Cette collection va aussi contenir toute la logique de hiérarchie à l'intérieur de la base documentaire, ainsi que les descripteurs de sécurité. En parallèle, on va aussi stocker dans d'autres collections dans la même base MongoDB la liste des utilisateurs, la liste des groupes, les ontologies, tout ce qui est audit, donc tous les événements qui se passent dans la plateforme, etc. En parallèle, tout ce qui est fichier binaire n'est pas stocké par défaut directement dans MongoDB. On a l'option de le faire, mais ce qui est utilisé dans la majorité des cas, c'est juste en fait de stocker les fichiers binaires dans un object store, typiquement par exemple du S3, et de juste référencer dans la base MongoDB le digest de ce binaire. Et après, toutes ces données qui sont stockées dans MongoDB sont évidemment requêtables au niveau de MongoDB. Et après, pour des besoins additionnels, on va faire une indexation asynchrone de tout ça dans Elasticsearch. Donc, pour le cas d'utilisation standard d'un Nuxeo simple, le cas de déploiement le plus simple, c'est de dire j'ai une application Nuxeo, j'ai un repository, et pour ce repository Nuxeo, je vais avoir un cluster MongoDB avec un replica set. Et donc ça va nous permettre de stocker les documents. Et en cas de besoin, si on rajoute des documents, qu'on rajoute de la charge en termes d'écriture ou en termes d'accès et de requête, on va pouvoir scale up tout simplement en utilisant les fonctionnalités de scale-up de MongoDB, qui dans le cas de MongoDB Atlas veut dire typiquement on va par exemple changer la taille d'instance pour avoir plus de CPU, plus de mémoire, etc. On a aussi la possibilité évidemment d'exploiter le sharding MongoDB, ce qui va permettre de répartir les lectures et les écritures sur plusieurs nœuds. C'est ce qui va permettre en fait d'avoir plus de débit, typiquement plus de débit en écriture. Un autre aspect dans Nuxeo, c'est que la notion de repository est un peu vue comme un système de Moonpoint sous Linux, ce qui veut dire qu'en fait, on peut dans la même application déclarer plusieurs repositories. Et donc, ça va permettre typiquement de faire du sharding à un niveau applicatif et donc de scale out en répartissant des données dans plusieurs clusters MongoDB, ce qui va permettre après d'exploiter différentes classes de stockage et différentes configurations en fonction du besoin de chacun des repositories. Et on verra que ça a son importance sur la suite, puisque c'est ce qu'on a utilisé dans le cadre des benchmarks.
Donc, pour terminer cette introduction, je voudrais juste partager avec vous quelles sont les raisons pour lesquelles aujourd'hui on recommande l'utilisation de MongoDB, que ce soit pour les déploiements on-premise chez nos clients ou que ce soit pour les déploiements Nuxeo Cloud. Le premier point, c'est tout simplement un aspect performance. Dans la mesure où dans Nuxeo, quand on va générer les métadonnées, on va au final voir ça comme un document JSON. Le fait de stocker ça directement dans MongoDB, ça permet d'avoir aucun problème d'impédance. On n'a pas besoin de passer par des couches de mapping, etc. On stocke directement le document tel quel, ce qui permet aussi de simplifier les couches logicielles, limiter le nombre de couches de cache, les problèmes d'invalidation, etc. Donc, de manière globale, ça rend le modèle plus simple et plus efficace. Un autre aspect, c'est qu'en termes de performance pure et en termes de débit d'écriture, on a pu faire des tests avec différentes bases et typiquement comparer du MongoDB à du SQL. Donc là, évidemment, le modèle de locking par document, la gestion des transactions et le support du sharding fait qu'on a des performances très nettement supérieures, en particulier en écriture sur MongoDB comparé à d'autres bases de données. C'est aussi vrai sur l'écriture, mais le delta le plus important est clairement au niveau de l'écriture. Et puis, le dernier aspect, c'est que ça donne des options de scale-out qui nous facilitent la vie, ce qui veut dire qu'on peut scale-out de manière relativement transparente. C'est en particulier vrai, on verra, quand on est dans le cadre de MongoDB Atlas, puisque toute l'automatisation derrière est faite pour nous. Mais de manière globale, ça veut dire qu'on peut facilement scale aussi bien le nombre d'écritures concurrentes que les lectures concurrentes. Et ça, c'est lié au fait que l'architecture de MongoDB est distribuée depuis le départ. Donc maintenant, je voudrais vous parler un petit peu du benchmark qu'on a réalisé en 2020 en partenariat avec AWS et MongoDB. Et en fait, l'objectif pour nous, c'était de tester la scalabilité de notre plateforme en partant en gros d'un repository vide et voir jusqu'où on peut aller. On s'était mis pour objectif de passer les 10 milliards de documents et donc, vous allez voir, on s'est arrêté à 11 milliards, pas parce qu'on est arrivé à une vraie limite, mais juste parce que en fait, ça prend du temps et qu'à un moment donné, on s'est dit 11 milliards, ça suffit pour les use cases qu'on a besoin d'adresser aujourd'hui. Donc, pour ça, l'objectif était de volumiser le repository documentaire étape par étape pour voir comment l'infrastructure et la partie applicative va répondre au changement de volume et voir comment est-ce qu'on peut ajuster l'infrastructure. Alors, l'objectif, c'était d'éviter de faire ce test-là trop dans un mode laboratoire et donc de le faire le plus possible sur des configurations de production qui sont réalistes et qui correspondent à ce que nos clients ou nous-mêmes on déploie dans le cloud. Donc, ça veut dire que tous les tests ont été réalisés sur une infrastructure standard Nuxeo Cloud. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, c'est déployé sur Amazon par nos chaînes automatiques, que derrière, il y a les mêmes systèmes de monitoring, de sécurité, d'encryption, etc. Et que toute la partie MongoDB est hébergé par MongoDB Atlas. Donc, ça veut aussi dire que c'est le logiciel stock tel qu'il est configuré, tel qu'on peut l'utiliser sur MongoDB Atlas et tel que nous, on configure Nuxeo quand il est déployé pour nos clients. Et le dernier aspect, c'est que quand on fait un benchmark, évidemment, le jeu de données qu'on va utiliser, il a son importance et c'est assez facile de se retrouver avec des résultats qui sont faussés parce qu'on a un peu triché en générant le modèle de données. Donc, en fait, on a attaché pas mal d'importance à générer un jeu de données qui soit réaliste, ce qui veut dire avoir 11 milliards de fichiers qui soient effectivement différents, avec du contenu texte différent, sans pour autant être n'importe quoi, avoir des métadonnées sur les documents qui ne soient pas n'importe quoi, avoir une configuration applicative qui nous permette de tester une vraie application dans laquelle on va se connecter, naviguer, faire des recherches, gérer des droits, etc. Donc, on a construit pour ça une application juste pour le besoin des tests. Donc, en termes de challenge, à clairement être capable d'importer 11 milliards de documents. Tout simplement parce que 11 milliards de documents, en fait, ça fait beaucoup de documents et donc ça prend du temps pour les injecter. Donc là-dessus, on a fait différents tests et on a cherché à obtenir les meilleurs débits possibles. Donc évidemment, il y a eu du travail de fait au niveau de Nuxeo en utilisant les bulk importeurs, en scalant le nombre de Nuxeo pour pousser le maximum de pression sur la base de données. Mais en toute logique, quand on a réglé tous les problèmes logiciels, toute la charge arrive sur la base de données, donc en l'occurrence sur MongoDB Atlas. Et donc, c'est à ce niveau-là qu'on se retrouve à optimiser les choses. Donc, évidemment, le facteur limitant, c'est les écritures. Donc, ça devient vite la taille des index,
qui doivent être maintenus à jour au fur et à mesure qu'on ajoute des documents, et puis les I/O qui correspondent au fait de pouvoir écrire dans ces index et dans la base et charger tout ça en mémoire. On aurait pu essayer de tricher en réduisant au maximum le nombre d'index. Il se trouve que la configuration par défaut et la configuration de la majorité de nos clients, c'est qu'une grosse partie des requêtes sont effectuées dans MongoDB, donc on a besoin que les index soient là. Donc on n'a pas voulu tricher et on a gardé les index dans la base, ce qui veut dire que pour permettre d'améliorer les performances en injection, ce qu'on a fait, c'est on a amélioré les I/O. Et pour ça, il y a une option dans MongoDB Atlas qui existe, qui est de déployer en utilisant des disques NVMe, ce qui permet d'avoir tout simplement un débit d'écriture qui est nettement supérieur. Alors, ça veut dire que le cluster est déployé de manière légèrement différente dans la mesure où, dans la pratique, il y a 3 nœuds dans le réplica set et il y en a un 4e qui est là juste pour gérer les backups. C'est ce qui permet d'assurer la durabilité des données. Mais au final, ce qu'on voit, c'est que ça permet d'améliorer de manière significative les performances, en particulier en écriture, et on va voir que ça nous permet d'obtenir des très bonnes performances. Et l'autre aspect, c'est qu'effectivement, on a pu utiliser les différentes tailles d'instances MongoDB et jouer sur le scale-out pour répartir l'écriture. Le dernier aspect, c'est que, en fait, avec budget illimité, c'est assez facile de faire des benchmarks avec des très bonnes performances. Mais évidemment, l'enjeu, c'est de le faire dans des conditions qui sont, encore une fois, réalistes. Et donc, réaliste, ça implique aussi en termes de coûts. Et donc, pour ça, ce qu'on a fait, c'est utiliser la possibilité de répartir les données dans plusieurs bases de données Nuxeo, histoire de pouvoir ajuster le type de stockage et le type d'instance MongoDB qu'on utilise en fonction des enjeux associés à chaque type de document. Donc, la stratégie qu'on a utilisée pour optimiser l'aspect coût du stockage, ça a été de répartir les données de l'application dans 3 référentiels différents. Donc, le cas d'utilisation qu'on a modélisé, c'est un cas d'utilisation bancaire dans lequel on stocke des relevés de compte. Et au final, on se retrouve avec 3 repositories. Un repository qui va stocker les relevés de compte des clients de la côte Est qui ont moins de 6 mois. Un repository qui va stocker les relevés de compte des clients de la côte Ouest, de la partie Ouest des États-Unis et qui ont moins de 6 mois. Et puis, un répertoire archive dans lequel on va tout stocker. Et ça va nous permettre justement de répartir les données de manière intelligente entre ces 3 référentiels, en partant du principe qu'a priori, dans la majorité des cas, là où on va écrire, parce qu'on va importer des données, parce qu'on va modifier des choses, c'est la partie live, et la partie archive, en fait, elle n'a pas besoin d'être extrêmement rapide, puisque c'est essentiellement de la consultation d'archives, donc qui a lieu de manière beaucoup moins fréquente. Donc, vous voyez là un schéma qui montre un petit peu la manière dont on a organisé le repository. Donc, évidemment, il n'y a pas qu'un seul type de document. Il y a des PDF, il y a des scans d'images, il y a des documents Word, etc. Et les choses sont réparties dans les 3 référentiels. Et au final, tout est indexé dans un même cluster Elasticsearch, histoire de garder une vue globale et être capable de rechercher aussi bien sur la partie live Est, la partie live Ouest ou la partie archive. Donc, pour partager quelques résultats avec vous, le tableau derrière moi vous montre les résultats qui ont été obtenus avec une base à 11 milliards de documents. Donc, évidemment, on a beaucoup plus de détails qui est disponible sur le site web. Mais grosso modo, vous voyez dans la colonne de gauche, on a les résultats qui correspondent en fait aux tests qui simulent de l'activité utilisateur pour vérifier qu'au final, on arrive encore à accéder à l'application, qu'on peut naviguer dans l'application, faire des recherches, modifier des documents, et le tout avec des temps de réponse et des débits qui sont parfaitement corrects. Sur la colonne de droite, vous avez les choses qui sont plus les débits purs. Donc, en particulier, on peut voir que quand on importe 3 milliards de documents, eh ben, on arrive à les importer à 25 000 documents par seconde. En dessous, j'ai marqué phase 1, 12 000 documents par seconde. Ça correspond au débit qu'on avait avant d'avoir shardé la base, en gros. Donc, le fait de sharder nous permet de doubler le débit en écriture. La ligne du dessous, c'est la partie indexing. Donc, où là, l'enjeu au niveau de la base, c'est plus de pouvoir lire les données le plus vite possible. Et donc, là aussi, le fait d'avoir réparti les données sur plusieurs shards, c'est ce qui nous permet d'obtenir des débits qui sont nettement supérieurs. Là aussi, on double à peu près les débits qu'on avait sans sharding. Et le dernier aspect, c'est des chiffres où on a fait un import et l'indexation à la volée de 5 milliards de documents d'un seul coup. Et là aussi, on arrive à garder des débits qui sont extrêmement bons, que ça soit au final pour écrire dans MongoDB et en parallèle, on lit depuis MongoDB pour alimenter Elasticsearch. Et donc, c'est la capacité globale du système à absorber 5 milliards de documents en un coup bulk, le tout à 15 000 documents par seconde.
en termes de conclusion et de leçons apprises pendant ce benchmark, bon, le premier aspect, c'est qu'effectivement, on a pu partir d'un repository vide et aller jusqu'à 11 milliards et à chaque fois adapter l'infrastructure. Donc, ça veut dire adapter l'infrastructure au niveau Nuxeo, mais aussi au niveau de la base de données. Donc, typiquement, on est passé par différentes tailles d'instances MongoDB. On a commencé les premiers tests sur du M40. Après, on est passé sur du M60. On a eu des M80. On a même, à un moment donné, provisionné un gros cluster en M200. Et c'est ce qui nous a permis de faire les différentes étapes de la montée en volume de l'application. Et dans tous les cas, on a pu mesurer qu'à chacun des paliers qu'on a fait entre 0 et 11 milliards, eh ben, on arrive à garder des performances qui sont bonne au niveau de l'application. Alors, il n'y a pas de magie. Hein. À un moment donné, quand on rajoute du volume et de la pression, eh bien, il faut rajouter un petit peu de ressources hardware. Mais c'est important de valider que l'architecture va permettre justement de faire grossir l'infrastructure pour avoir des meilleures performances avec du gros volume. Un autre aspect, c'est que dans la mesure où on utilisait MongoDB Atlas, en fait, tous ces changements, ils ont pu être faits de manière complètement transparente. Du point de vue applicatif, on peut même faire tourner des tests pendant qu'on est en train de resizer un cluster. Et ce qui va permettre, en fait, de pouvoir agir sur l'infrastructure et de, par exemple, scale up le cluster alors qu'on est en train de l'utiliser sans provoquer d'interruption. Et ça peut être pour faire du scale up, mais ça peut être aussi pour faire du scale down. Donc, typiquement, ce qu'on a fait, c'est pour le repository archive, qui était un repository qui tournait au départ sur une M80 shardée, parce qu'on voulait stocker 9 milliards de documents dedans et on voulait les injecter le plus vite possible. Donc, on a provisionné cette grosse infrastructure, on a généré l'import, et une fois qu'on a importé toutes ces données, eh ben, on a scale down tout ça sur un cluster en M40, donc beaucoup plus petit, beaucoup moins de mémoire, beaucoup moins de CPU, mais au final, pour les cas d'utilisation de l'application et donc aller chercher les documents dans la partie archive une fois de temps en temps, en fait, ça fonctionne parfaitement. Les débits sont tout à fait suffisants. Donc, ça nous permet de scale up l'infrastructure uniquement pour la phase d'import, qui était la partie importante, et après, on scale down pour la partie utilisation. Donc, cette idée de pouvoir ajuster dynamiquement l'infrastructure en fonction de la demande, c'est quelque chose qu'on a eu l'occasion de vérifier sur plusieurs exemples, que ce soit au moment où on fait des indexations de masse ou au moment où on a pu faire des modifications en masse ou des déplacements en masse de documents dans le référentiel. Et la transparence qui est offerte par les services PaaS comme MongoDB Atlas, qui va permettre de faire ces changements d'infrastructure alors que l'application est live, c'est un net gain de coût, puisque ça veut dire qu'au lieu de se retrouver obligé de faire du provisioning à l'avance de hardware qu'on va potentiellement pas utiliser pendant un certain temps, eh ben, on peut se contenter de provisionner les choses de manière réactive au moment où on en a besoin. Je vous remercie et je vous félicite pour être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Si vous avez envie d'en savoir un peu plus, vous trouverez tout le détail sur les benchmarks qui ont été réalisés à l'adresse qui doit être indiquée là. L'idée, c'est qu'on publie la totalité de ce qu'on a fait sur le benchmark, que ce soit le code source des tests de charge, le code source utilisé côté Nuxeo et la configuration associée, et tous les résultats. Donc, normalement, tout est transparent et visible sur ce site. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil.